Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver. Nous sommes mardi, c'est un nouveau jour et nous sommes partis pour plus de 20 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour. Vous allez le voir, il est devenu au fil des ans un personnage incontournable du PAF et notamment du service public. Il donne la parole aux Français sur des sujets de société majeurs et cet oiseau de nuit anime également depuis une année la libre antenne d'Europe 1. Et s'il vient nous voir aujourd'hui, c'est pour parler de cette nouvelle collection de France 5 qui va encore une fois, et c'est son but, questionner les téléspectateurs. Bonjour Olivier Delacroix. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes là pour votre nouveau magazine qui s'appelle « Ils font bouger les lignes ». Il y a eu Les Combattantes, hein, c'était la saison dernière, oui. je me souviens bien, qui était centrée sur les femmes. Aujourd'hui, vous allez suivre le combat d'hommes, de femmes. Et pour la première fois, vous vous intéressez notamment à ce qu'on appelle les nouvelles parentalités. Hein. Ce n'est pas un mot très joli, mais c'est comme ça qu'on le désigne. Notamment des couples homosexuels, les mères célibataires qui bousculent les schémas traditionnels de la famille, notamment pour faire un enfant. Pour quelles raisons, sur ce sujet, cette collection et cette année, vous vous êtes emparé de ce sujet brûlant, on va dire, hein, et toujours d'actualité? On a l'impression qu'il y a des lois en permanence, des décrets qui passent là-dessus. C'était votre volonté de faire quelque chose sur l'actualité? La volonté d'Ils font bouger les lignes, c'est de toute façon de s'emparer de questions qui animent notre société. Une société qui est toujours en mouvement, avec le numérique qui ne cesse de bouger, de croître. Une société dont la croissance est emballée depuis, je trouve, Internet, le numérique. Un peu moins depuis le Covid, mais... Oui, mais tout de même avec des lois bien sûr. Qui n'ont pas suivi, parce que l'appareil d'État, on sait, la justice, c'est compliqué, ça avance lentement. Donc, nous, on s'est emparé de questions comme celle-ci et des nouvelles parentalités. Juste d'un constat de ma part, c'est que moi, je supporte difficilement de voir des êtres humains ne pas pouvoir vivre librement, accéder à des choses libres pour tout le monde. Et parce qu'une femme ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'un couple homosexuel, on connaît tout le débat qu'il y a autour déjà de l'entité couple homosexuel, le mariage. Il y a tout un tas d'idées préconçues. J'en avais d'ailleurs aussi, et le tournage de ce film m'a nourri énormément. Et donc, du coup, c'est plus faire bouger les lignes sur des thèmes de société qui, de toute façon, détermineront notre société demain. Et ces enfants que j'ai vus pendant un mois de tournage, ces enfants poussent comme les nôtres, en toute liberté. Les parents sont heureux. On connaît le rêve que c'est d'être parent. Pourquoi l'interdire à tout un pan de la société pour des raisons qui sont de moins en moins légitimes? Et on va le voir évidemment, hein, comment ces hommes, ces femmes font bouger les lignes dans votre émission. On est en direct, je le rappelle, avec Olivier Delacroix. Vous pouvez lui poser toutes vos questions sur Figaro Live, sur tvmag.com et la page Facebook, bien sûr, de TV Magazine. N'hésitez pas, aimez-vous ces documentaires? Quel type d'émission aimeriez-vous le voir faire? Quel type de sujet aimeriez-vous qu'il s'empare? N'hésitez pas, vos questions, vos remarques, vos suggestions. Il répondra à tout cela après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Super court, hein, aujourd'hui. Ça va, Sarah? Ça va bien, et vous? Impeccable. On démarre tout de suite, comme d'habitude, hein, les audiences d'hier soir. Dites-nous tout. Alors c'est un carton d'audience pour France 2 qui proposait sa mini-série portée par Daniel Auteuil qui s'appelle Le Mensonge. Eh bien, ils étaient 4 600 000 curieux et 20,2% de part de marché. Donc c'est une très belle audience. 1979, c'est la date à laquelle Daniel Auteuil a fait sa dernière télé. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore fait le Sous-doué passe le bac, il n'était pas encore connu. Ah oui. Et donc ça fait 40 ans qu'il n'avait pas fait de télé. Donc c'est vrai. Donc c'est un événement, ouais, et les Français étaient au rendez-vous. Très beau, une très belle fiction. Ouais, et la suite de la 15e saison de L'amour est dans le pré est en deuxième position. 3 700 000 fidèles et 17% de part de marché devant l'émission de Karine Le Marchand. Il y avait 2 épisodes inédits diffusés. Et puis enfin, sur la 3e marche du podium, c'est TF1. Alors là, il va falloir m'aider parce que c'est le nom, vous savez, de la comédie portée par Danny Boone. Il y a Geoffouilou, le volcan, le volcan. On l'appelle. Voilà, On va l'appeler le volcan islandais au nom imprononçable. Voilà, qui a rassemblé plus de 3 millions de téléspectateurs. Et enfin, on va parler de la belle performance d'Arte grâce au film Blue Steel qui a rassemblé 1 400 000 cinéphiles et 5,8% de part d'audience.
Alors, Olivier, qu'est-ce que vous pensez de L'amour est dans le pré? Non, je rigole, je ne vais pas vous demander votre avis sur Karine Le Marchand. Vous l'aviez fait la dernière fois que vous étiez venu ici, évidemment. Juste une question, quand vous n'êtes pas en train de tourner, quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Est-ce que vous êtes friand des dogs, de ce que, comme vous le faites? Est-ce que vous regardez des fictions? Est-ce que vous regardez des séries accros sur les plateformes comme Netflix, Amazon? Je suis un accro vraiment des Accro séries. des séries, Ouais, vraiment. Je vais me lancer dans l'adaptation des histoires emblématiques de Dans les yeux d'Olivier. J'ai un projet avec Safe Ferris Productions donc de fiction. Pour une fiction, voilà, une série ou une des série qui va unitaires? s'appeler Les Français. Et donc qui sont des histoires de Français comme vous, comme moi, à qui il est arrivé une histoire extraordinaire. Et donc on va adapter les histoires qui ont été racontées par eux dans Les yeux d'Olivier. Et donc du coup je suis vraiment un féru pardonnez-moi, de séries que je regarde parfois plusieurs fois parce qu'on rate toujours plein de choses à la première lecture. Donc non, c'est même, je pense que... Lesquels vous avez vus récemment, que vous aimez particulièrement? J'ai vu La Servante écarlate il n'y a pas longtemps. J'ai vu Engrenage. Dès qu'il y en a une qui sort, je suis vraiment vorace. Français, américain, peu importe. Non, peu importe, peu importe. Il y a des séries françaises qui sont excellentes. Laetitia, qui est passée sur France 2 dernièrement. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on voit que les téléspectateurs sont très friands d'histoires vraies. L'adaptation d'histoires vraies. Beaucoup de faits divers, hein. Encore une fois, le film avec Daniel Auteuil hier est adapté d'une histoire vraie. Mais je pense qu'ils sont férus d'histoires vraies. C'est sûr que le fait divers attire, mais lorsque, voilà, dans Les yeux d'Olivier, il y a des gens qui ont des histoires qui parfois dépassent la fiction. Donc du coup, j'ai eu cette idée pendant le confinement. Une idée simple, finalement, j'y avais jamais pensé. Et franchement, je l'ai proposé à plusieurs producteurs qui se sont vraiment même battus pour l'obtenir. Ouais, il y a vraiment un engouement. Pour quel diffuseur? France Télé, probablement ou J'espère. J'espère. En tout cas, c'est France Télé qui en aura la primeur. Mais après, vous savez comment ça se passe. Il y a un producteur qui travaille pour Netflix, pour Apple TV, pour Amazon. Et si France Télévisions est preneur, ça serait génial. Ça serait cohérent. Absolument. On continue ces news médias, Damien, avec Marie-Sophie Lacaro. Qu'est-ce que j'ai dit? Damien. Ah, Damien, c'est l'habitude, absolument. Damien est en vacances en ce moment. Donc, Sarah, Marie-Sophie Lacaro, elle va remplacer Jean-Pierre Pernaut, on le sait, elle arrivera début janvier, mais on sait aujourd'hui pourquoi elle n'a pas pu dire au revoir aux téléspectateurs de France 2. Oui, alors souvenez-vous, c'était en mi-septembre, aussitôt l'annonce de son arrivée faite sur TF1, eh bien, la direction de France 2 l'avait congédiée. Résultat, elle n'avait pas pu animer son dernier JT de 13h sur France 2. Eh bien, Laurent Guimier, le nouveau directeur de l'information de France Télévisions, s'en est expliqué hier matin sur France Inter. Il dit que Marie-Sophie n'a pas été surprise de cette décision. Elle l'avait évoquée elle-même lorsqu'on s'est vu pour la première et dernière fois. En fait, pour lui, il était normal qu'à partir du moment où elle était associée à l'image de TF1, il ne fallait plus qu'elle apparaisse sur la 2. Elle a compris très vite les codes de l'entreprise qu'elle épouse, a-t-il déclaré. Et évidemment, elle ne pourra pas non plus dire au revoir pour Prodige, qui sera diffusé à la fin de l'année, parce que Prodige a été déjà enregistré au mois d'août. Le mercato télé, tout ça, ça vous intéresse? Vous suivez ça de près, Olivier? Non, pas vraiment. J'ai toujours été peu soucieux des audiences. Quand je fais un film, il est fait. On met tout notre cœur dedans avec mon équipe. Après, vous voyez, ça dépend. Mais le lendemain matin, vous êtes quand même là à guetter, j'imagine. Non, à 9h, je ne guette pas parce que je dors. Déjà, je me couche à 3h du matin avec vous attendez les textos des producteurs ou de la chaîne? Oui, mais je l'ai à chaque fois. Alors, je ne vais pas vous dire que quand je vois qu'on fait des scores, bien évidemment que ça me fait plaisir. C'est une reconnaissance, mais je sais aussi que l'audience dépend tellement de tas de facteurs. On peut avoir un programme très fort à un moment, que ce soit sur En face, M6, TF1. Donc, une soirée où il fait beau, il faut vraiment. Je pense que quand on est producteur et animateur aussi, il faut prendre du recul par rapport à ça parce que ça ne traduit pas la qualité de votre travail. Donc voilà. Même si je suis très content qu'en France Télévisions, comme hier soir, est en tête. Et en tout cas, effectivement, vous avez plus de chances de dire sur France Télé. Dans le privé, effectivement, ce serait plus compliqué. Sarah, ça y est, je vais y arriver. À la fin, on termine ces infos médias avec le port du masque. Il devient obligatoire à France Inter.
Et oui, alors que s'intensifient les mesures sanitaires dans tout le pays et plus particulièrement à Paris, Laurence Bloch, la patronne de la station, a décidé de durcir les règles au sein de ses studios. À partir de ce matin, toutes les personnes qui interviennent à l'antenne, donc que ce soit les journalistes, les chroniqueurs, les présentateurs et les invités, ils doivent porter absolument un masque chirurgical, le seul qui n'impacte que très faiblement le son, a indiqué la patronne dans un mail envoyé à ses équipes hier soir et rapporté par Le Parisien. Tous les lives sont également proscrits des émissions. Alors, ce n'est pas la première radio à imposer cette contrainte. Radio Classique le fait depuis la rentrée. Et vous le savez, Olivier, depuis une semaine, Europe 1 s'y est mis aussi. Reste RMC et RTL qui ne portent toujours pas de masque. Un masque à Europe 1, quand vous faites votre émission, vous êtes pour, contre, c'est dommage pour vous ou non, c'est obligatoire? Non, mais je pense qu'en ce moment, on doit se plier à toutes ces règles. C'est sûr que c'est désagréable, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont impactés, mais entre moi, qui vais être impacté parce que je mets un masque, moi je pense à tous ceux qui ont paumé leur boulot, je pense qu'il faut qu'on respecte ces règles et donc il faut s'y plier. Donc, et puis c'est pas plus gênant que ça, finalement. Le seul truc, moi, c'est que je vois pas l'élève et je me suis rendu compte que je lisais beaucoup sur l'élève quand je parlais avec quelqu'un. Ouais, c'est important, et donc, effectivement, du coup, de le voir aussi. souvent l'oreille, comme je suis un poil sourdingue. Voilà. Et puis il y a autre chose, c'est ce qui est impactant, c'est le visage, cette partie du visage. Je me suis aperçu de l'importance, parce qu'on ne voit pas quand quelqu'un sourit, on ne voit que son regard. Et puis c'est impossible de définir le visage, les traits de quelqu'un quand on n'a pas le bas du visage. Vous savez, souvent c'est ce qui bouge en plus, quoi. Et les yeux, ça. Mais souvent on cache les gens quand on veut les cacher. Et en fait, là, c'est pareil. Absolument. Et du coup, par exemple, l'appel de Nicolas Bedos, pour vous, c'est inconcevable, c'est ridicule de sortir, de dire aux gens vivez, quitte à en crever, etc. Je trouve ça totalement même inconscient de la part d'un homme public de faire un appel comme celui-ci. Je pense qu'il a eu un moment d'égarement. Oui, sans doute. À 5h du matin, je crois qu'il a fait son tweet, donc effectivement. Donc un moment d'égarement. Il ne faut jamais tweeter quand on rentre de soirée, ça c'est certain. Sarah, c'est fini pour aujourd'hui. Terminé. Évidemment, d'autres news médias dès demain. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions. Nous sommes en direct avec Olivier Delacroix. Face à vous, chers internautes, Olivier Delacroix qui animera ce soir Ils font bouger les lignes, cette nouvelle collection avec un numéro inédit qui s'intitule Les nouvelles parentalités. On en a parlé en préambule. On va découvrir Jean-Raphaël et Samuel notamment, un couple qui a décidé de fonder une famille. Anne-Sophie également, qui a une trentenaire, je crois, 35 ans, qui veut faire un enfant toute seule. Ou encore Sandrine, une quarantenaire qui a décidé de tout quitter pour élever ses 2 filles dans un habitat groupé. Laquelle de ces histoires, on voit les images passer et l'abondance, vous a le plus touché, Olivier? Ils ont, j'imagine, tous quelque chose, mais est-ce qu'il y a des parents qui vous ont vraiment touché dans cette histoire? Moi, j'ai vraiment été touché et bougé par le couple gay. Jean-Raphaël et Samuel. Jean-Raphaël et Samuel. Parce que je me suis aperçu, en fait, que même nous, équipe de télévision, faisant un métier où on est censé être brassé par l'actualité, brassé par les idées nouvelles, je me suis aperçu qu'on avait aussi des idées préconçues sur la question. Pourquoi? Parce qu'on baigne dans une éducation judéo-chrétienne qui a tout un tas de valeurs et de bonnes valeurs. Bien sûr. Il ne faut pas penser que parce qu'on est pour le mariage gay, pour l'adoption des enfants, ou que les couples gays aient des enfants, qu'on soit contre ou pour. Il n'y a pas une histoire de contre ou de pour. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, une envie d'avoir des enfants. Et moi, j'ai vu ces enfants. Parce qu'il y a eu une galette des rois. Et donc, du coup, je me suis retrouvé, ce qui est peu banal, avec, au milieu d'une je sais pas moi, 80 couples homo, femmes, hommes, et tous ces bambins-là, ça allait du bébé à celui qui avait 19-20 ans. Donc, c'était un moment très, très intense, très joyeux. Et puis surtout, voilà, une fois de plus, vérifier que ces enfants sont comme les nôtres, surtout. Voilà. J'espère que ça se verra dans le film.
parce qu'il y a tout un tas d'idées préconçues sur voilà, un enfant qui naît, qui grandit dans un couple homosexuel, va obligatoirement s'inspirer, se construire avec une référence d'un papa homosexuel. Or, mais pas du tout. On s'aperçoit que l'homme est une magnifique machine qui se détermine dès qu'il est petit. On est avec un tiers déjà de déterminé. Hein. C'est-à-dire qu'on est tous différents les uns des autres, mais on a 30% déjà à la naissance qui sont déjà déterminés. Voilà. Et donc, du coup, ces enfants, c'était magnifique. Et puis, j'ai échangé avec eux. C'était comme j'ai une fille de 16 ans et j'ai retrouvé les sensations d'un papa, papa d'un normal, on va dire, classique. Ouais. Justement, ils font bouger les lignes, c'est eux qui font bouger les lignes, c'est la société qui avance, c'est les politiques qui décident. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Ça s'appelle « Ils font bouger les lignes », évidemment, votre collection. Ce sont des parents comme ça qui font justement avancer et progresser pour beaucoup, même si certains penseront que c'est trop de progrès d'un coup, ces nouvelles mentalités, ces nouvelles parentalités notamment. Ces nouvelles parentalités comme les grands débats, les grandes questions. On rappelle que le mariage pour tous a été rendu... a été déclaré officiel sous François Hollande, hein, 2013, hein, 2012, donc c'est pas vieux hein, encore. Non, c'est pas vieux, mais on est dans une société qui, comme je vous le disais tout à l'heure, qui bouge, et ce sont ces passeurs-là, ces lanceurs d'alerte-là, qui sont des anonymes, comme tous ceux qui nous regardent là ce matin, et qui, par leur combat au sein des associations, en ayant vécu ce chemin-là, cette épreuve-là, n'ont pas décidé de garder leur petit bonheur pour eux tout seuls, mais de transmettre, en fait. De transmettre toutes les valeurs acquises au long du combat, tout du long du combat. Et donc, du coup, oui, ils font bouger les lignes. Oui, cette société a besoin d'être bousculée. Je reviens de Belgique, où j'ai passé le week-end sur le film qu'on prépare sur la transidentité, qui va être incroyable. Et j'ai rencontré des politiques belges. Si vous saviez la différence que j'ai notée entre les politiques belges et nos politiques à nous. Les politiques belges, ils sont avec les gens. Ils sont vraiment... leur bureau est ouvert. La transidentité, le mariage pour tous, la PMA. Regardez en Belgique. Un peu la société, oui, et puis ils vivent dans cette société. Ils sont conscients qu'être politique, c'est avant tout être... dans la société, vivre dans la société pour laquelle ils ont été élus et qu'il faut protéger, qu'il faut faire évoluer. En France, vous avez l'impression qu'on est hors hors sol, qu'ils vivent dans leur Je vous certifie qu'aller en Belgique, parler avec des députés, des bourgmestres, il y a une différence vous voyez, de statut et de stature même. Je pense que même dans le fait de se présenter, nos politiques sont radicalement différents. Et je pense que la responsabilité qui est la leur de faire bouger notre société, parce que c'est eux qui, finalement, ces lignes vont les faire bouger, ils sont nos relais. Je pense qu'en France, on n'a pas assez conscience de ces combats-là qui nécessitent qu'on aille un peu plus vite, hein, qu'on s'empare de combats qui ne sont pas spécialement, d'un point de vue... clientélisme, voix dans l'urne, c'est dangereux Et donc pour vous, les politiques sont un peu trop déconnectés de ça. Ils se rendent pas moi, compte ce que je reproche aux politiques avance, français, c'est de ne pas s'emparer des sujets qui fâchent. Comme le mariage pour tous, ça a été un moment. Il a fallu quelques courageux, mais aujourd'hui, pour la transidentité, pour les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, mais aussi bien pour la légalisation du cannabis, où on voit qu'aux États-Unis, c'est en route maintenant. On a toujours 10 années de décalage, par exemple, avec les États-Unis, alors qu'on a des voisins canadiens, un peu lointains, mais aussi l'Europe du Nord qui nous montre la voie, avec des politiques, encore une fois, en Europe du Nord, qui sont en vélo, dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Pragmatique, en tout cas. Il y a un contact et une relation politique qui est complètement différente. Sarah? Je suis bavard. Des questions. Du côté de la page de TV Magazine sur Facebook, on va prendre la question de Béatrice qui se demande si ce film est un film militant pour défendre la PMA et la GPA. C'est un film résolument militant, oui. C'est un film où, à l'inverse de Dans les yeux d'Olivier... on rappelle qu'il y a encore un débat à l'heure actuelle sur la loi. La GPA n'est pas encore autorisée en France. La plupart sont faites aux États-Unis notamment ou dans d'autres pays européens. Et c'est quelque chose qui heurte encore beaucoup d'esprits.
oui, c'est un film militant parce que cette société, comme je vous l'ai dit, avance. Et on va aller vers ce statut de parents, de nouvelle parentalité qui compose aujourd'hui, on a une parentalité différente de la normale sur 4. Donc il va bien falloir qu'on en tienne compte. Mais oui. Et quand vous dites ça, ça veut dire la GPA, on va y venir. C'est ça pour vous, Olivier, c'est sûr. À un moment, il y aura une loi. Je vais vous poser une question. Combien de femmes dans votre entourage ou de couples vous connaissez qui sont allées en Grèce, en Espagne, en Belgique faire des bébés? Vous en connaissez? Oui. Oui. Un petit peu, comme ça. Pas entourage proche, mais... Moi, j'en connais des amis comme ça, hein, et qui ne sont pas spécialement journalistes, qui peuvent être dans le bâtiment, employés de banque. J'en connais au moins une bonne dizaine. Est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui, une citoyenne française, un couple de citoyens français... ne puisse pas le faire. Voilà. Et puis en plus, il y a une hypocrisie autour de ça. Comment se fait-il qu'ensuite, voilà, cet enfant, il revient en France et on laisse faire... Enfin, vous êtes d'accord avec moi, l'existence de cet enfant, elle est tolérée aujourd'hui? Non, il a des papiers français, il a... donc, vous voyez, les choses se font sans que nos politiques aient validé. Voilà, validons cette chose-là qui existe, parce que les gens qui sont épris de liberté, bien, eux vont plus loin, ils se déplacent et ils vont à côté pour faire des bébés. Ce qui sera bientôt le cas de la PMA, hein, puisqu'en juillet dernier, l'Assemblée a voté en faveur de... Mais oui, ce sont des films militants qui posent des questions. En fait, je ne suis pas là, moi, à militer, mais je pense que par mon questionnement, j'appelle les téléspectateurs à eux aussi réfléchir. Vous êtes devenu plus militant avec le temps, Olivier. On a l'impression que sur vos premiers documentaires, il y a 5, 6, 7 ans, vous regardiez, vous constatiez, vous écoutiez beaucoup. On a l'impression aujourd'hui que vous êtes devenu plus militant. C'est normal, c'est une évolution? J'ai toujours été un militant. C'est simplement, Dans les yeux d'Olivier va continuer, va continuer sous une nouvelle formule assez innovante. On va upgrader ce programme et il y a une nouvelle formule de Dans les yeux d'Olivier qui va arriver. Sur France 5 toujours? Sur France 2. Sur France 2? Dans les yeux d'Olivier, c'est sur France 2. Oui, pardon, c'est sur France 2. Et donc, du coup, ce positionnement d'écoute, de neutralité, je continuerai à l'avoir dans cette émission. Le soir, dans la libre antenne d'Europe 1, je prends position. Il y a de temps en temps des témoignages qui nécessitent qu'on les écoute parce que ça fait du bien à quelqu'un de parler juste pour qu'on l'écoute et qu'on l'accompagne dans son témoignage. Et puis, il y a d'autres témoins qui attendent de ma part des réponses, un engagement. Que vous disiez les choses. Moi, j'ai toujours été un petit garçon libre, ensuite un ado libre. En tout cas, j'ai toujours voulu accéder à la liberté et défendre surtout celle des autres aussi, qui passe par la mienne. Sarah? On retourne du côté de la page Facebook de TV Magazine. On a une question de Patrice qui se demande comment vous avez vécu votre confinement entre mars et juin. Super bien. À tout le monde. Très bien. Très très bien. Ouais. En fait, vous n'étiez pas à Paris donc du coup. Si, j'étais à Paris. Malgré tout. Je suis resté à Paris. Je suis pas. C'est rare de trouver des gens qui ont été confinés et heureux à Paris. À Paris. Quand c'est tombé, j'étais à Paris, donc on n'avait pas le droit de. J'ai une maison à 1 heure de là, mais bon, on était à Paris, on est resté à Paris. Très bien. En fait, ça a été un moment pour moi assez privilégié, je trouve, de retrouver ma famille, d'avoir un moment où on était obligé de se reposer, en fait. On ne pouvait plus travailler. Ça a été le moment de vraiment de partager avec ma famille. Ça a été un moment aussi de méditation, pas mal, de se retrouver face à soi. Et puis pour l'hyperactif que je suis, il fallait vraiment que je réfléchisse à tout ça. Et ça m'a fait un peu peur et ça s'est très bien passé. J'ai même aimé ce moment-là. Alors ça s'est bien passé pour vous. Et au niveau global, comment vous trouvez alors on est toujours dedans, mais la gestion de la crise sanitaire par les autorités, le gouvernement, est-ce que vous y retrouvez, vous vous pliez à tout ce qui est dit, vous vous posez des questions, comment vous vivez ces moments Je vais vous dire, il n'y a qu'à regarder autour de nous les gouvernements européens pour sortir de cette question du complot. J'entends des choses. On a aujourd'hui un président et un gouvernement qui est obligé de prendre position et qui, bien évidemment, impacte tout un tas de secteurs où des entrepreneurs... Notamment les restaurateurs. Voilà, mais où des entrepreneurs vont être par terre, où c'est dramatique. Ce qui nous arrive est dramatique. Mais vous ne m'entendrez pas critiquer ce gouvernement qui,
bien évidemment, parfois prend des décisions qui sont assez incompréhensibles et mal perçues. Mais aujourd'hui, c'est partout en Europe qu'on voit ce type de décisions qui sont prises devant quand même un virus qu'on craint, dont on ne connaît pas tout. Ouais, donc, il vaut mieux c'est être une première prudent. pour tout le monde. Ça, Ouais, c'est certain. et il faut être prudent. Un petit mot sur Dans les yeux d'Olivier, vous en avez parlé. Ça va revenir sur France 2. Vous continuez également sur France 5. Est-ce que pour vous, il n'y a aucun souci à passer d'une chaîne à l'autre en termes d'identification? France Télé vous a pas dit. Vous, je vais vous demander votre avis. Est-ce que ça vous gêne de me voir sur France 5 Non. et ensuite Bon, voilà. Non, pas du tout. La question, c'est France Télé, il n'y a pas de problème. La question primordiale, en fait, c'est l'avis des téléspectateurs. Or, j'ai toujours remarqué que les téléspectateurs n'ont rien à faire de voir Michel Simès pendant les années sur France 5 et de le voir sur France 2, par exemple. Laurent Delahousse ou le jeune journaliste là, qui combat pour, j'ai plus son nom, mais Hugo Clément. Hugo Clément, voilà. Qui a été transféré sur France 5. Oui, qui a été transféré sur France 5, mais je pense qu'il y a une politique qui va être annoncée par Diego Buñuel, le nouveau patron des programmes, et Stéphane Sidbon-Gomez. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui les préoccupe. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une préoccupation pour justement faire une télé publique, vraiment une mission, se démarquer des plateformes, se démarquer des chaînes commerciales. Bien sûr, n'importe et Dieu sait si France Télévisions est forte en incarnation. Je trouve qu'on a des visages connus des Français. Et donc, voilà, qu'on soit sur France 2, France 5, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sarah, une dernière question. On parle un petit peu d'Europe 1 juste après. Et plusieurs internautes se demandent quel thème vous allez aborder dans la suite, parce qu'il y a plusieurs numéros qui ont été commandés, qui font bouger les lignes. Donc, quels seront vos prochains thèmes? On va parler de la transidentité, comme je vous l'ai dit, qui va être un film assez poignant et percutant. On va parler des violences conjugales avec de très jeunes filles, parce que la violence, elle apparaît très tôt aujourd'hui. Vous allez rester dans la société, par exemple, le poids des traditions. Le Covid, les victimes du Covid, collatéral, ça vous intéresse? Pour l'instant, il y a peu de recul. Bien évidemment que ça m'intéresse. Après, je pense que j'ai des confrères qui le traitent à brûle. Enfin voilà, c'est une actualité brûlante. Peut-être c'est un sujet, vous pourriez vous pencher quelques mois après la disparition du virus. Bien sûr. Je m'interdis rien, mais voilà, je pense que pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour voir quelles conséquences ça peut avoir. Et puis où on devra faire bouger les lignes au moment où on aura trouvé un vaccin, à voir si tout le monde se vaccinera, comment tout ça va s'organiser. Est-ce que hein, sur cette question, on est tellement dans le brouillard, je trouve. C'est ça qui est assez inquiétant en fait. Bon, il faut faire confiance à ceux qui portent ce gouvernement. Et c'est pas un message politique, mais un message citoyen que je délivre. Il faut faire confiance à ceux qui nous dirigent, parce que dans cette histoire-là, eux aussi peuvent l'attraper, le Covid. Donc, tout à fait. Je pense que y compris, tout le monde, y compris le président le pays le plus puissant du monde. Mais oui, c'est pas une question de la politique là maintenant. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de centre. Alors, un petit mot sur Europe 1, puisque vous animez encore cette saison de la libre antenne d'Europe 1 entre 22h30 et 1h du matin, tous les soirs. Ce rendez-vous quotidien, vous étiez devant Caroline Dublanche sur RTL, vous êtes repassé devant sur la dernière vague d'été. Comment vous jugez cette première saison, et qu'est-ce que vous apporte cette libre antenne pour vous? C'est quoi dans votre journée? C'est une espèce de respiration tard le soir? C'est vraiment un moment privilégié. Vraiment, c'est un cadeau énorme qu'Europe 1 m'a fait en m'offrant cette tranche horaire. Sur laquelle Caroline Dublanche était depuis, je ne sais plus, 20 ans. 20 ans, oui. J'y suis vraiment très bien. On a été toute l'année en tête des audiences. Votre tranche va bien, c'est les autres tranches d'Europe 1 qui sont notre tranche va bien, oui, mais ça va aller mieux. Ah, vous y croyez? Bien sûr, j'y crois. Mais encore une fois, je veux dire, je ne m'inscris pas dans un... Je pense que c'est important. Cette tranche horaire, elle a vraiment une importance pour beaucoup de gens qui l'écoutent le soir. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Vous savez qu'on me parle autant d'Europe 1 que de la télévision. C'est vrai aujourd'hui. C'est incroyable. Donc du coup... et puis j'adore... voilà, je fais de la radio depuis 3 ans simplement. Et cette libre antenne, c'est vraiment... voilà, pour moi, c'est un vrai cadeau et un moment de partage avec
les gens, aussi bien comme hier soir, un jeune homme de 24 ans qui m'appelle, aussi bien qu'une grand-mère de 96 ans qui va m'appeler. Il y a toutes les générations qui appellent pour des problèmes de cœur, pour des problèmes de travail, pour des problèmes de... Il n'y a pas que des problèmes pour dire aussi, voilà, moi je kiffe la vie parce que je donne un sens comme ça à ma vie. Et donc il y a vraiment des témoignages où je pense que les gens s'identifient beaucoup, et on est encore sur le fait de donner la parole à des anonymes. Je pense qu'on se retrouve dans tous ces témoignages, et on pioche toujours quelque chose pour nous-mêmes, hein, dans ce que les autres nous racontent. Alors la rentrée d'Europe 1, elle a été aussi secouée par l'arrivée d'un journaliste de Valeurs Actuelles, Louis de Ragnel, hein, au service politique, une arrivée à laquelle quasiment, enfin toute la rédaction ensemble s'est opposée. Vous lui avez apporté votre soutien? Alors je vous avoue que le soir, on est un peu... Oui, vous voyez personne, jamais? Non, et donc du coup, j'ai vu que ça bougeait beaucoup. J'en ai parlé avec Julien Pierce qui assure la tranche du soir. Lui a assuré que si il y avait besoin de moi, j'étais présent, mais j'ai pas vraiment été sollicité en plus. Vous savez, la rédaction, voilà. Oui, vous n'êtes pas dans la rédaction. Voilà, je suis pas dans la rédaction, donc, mais ça a évolué en tout cas d'une manière. Oui, il n'est plus chef de service, il est adjoint, voilà, etc. Mais bon, il est arrivé. Voilà, merci beaucoup Olivier Delacroix. On finit tout de suite notre Buzz TV avec notre rubrique sucré-salé. Sucré-salé, c'est notre rubrique de fin, c'est une petite nouveauté, une petite gourmandise. Je vais vous faire 2 propositions et vous allez devoir choisir. C'est difficile dans la vie, vous êtes plutôt sucré, plutôt salé. Ça peut dépendre. Est-ce que vous êtes plutôt télévision ou radio? Allez, à choisir. Radio. S'il devait en rester qu'une. Radio plutôt? Ah, radio, oui. Vraiment. France Inter ou RTL? France Inter. Twitter ou Instagram? Instagram. Sûr? Ah oui, sûr. Twitter est un tel déversoir de cruauté, de violence, de méchanceté. Ma femme est beaucoup sur Twitter, mais juste pour le fil de l'info. Je pense que c'est un formidable média pour se tenir informé, et dans une réalité, et un média en plus pour nous journalistes qui colle à l'actualité, et comme on l'a appris à l'école de journalisme, l'actualité, on doit la ramener intacte, hein, et la diffuser comme on l'a appris, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui. Twitter a juste cette vertu. Le reste, voilà, c'est... Oui, on est d'accord. Karine Le Marchand ou Faustine Bollard? Faustine Bollard. C'est sûr, vous avez répondu sans hésiter. Voiture ou métro? Moto, non? Moto. Carrément. Oui. Plus facile. Vous voyez, je trouve que tous ces gens qui pèsent entre 60 et 80 kilos et qui se déplacent dans un truc qui fait 2,5 tonnes, 3 tonnes, c'est quelque chose qui vous gêne. Oui, ça m'agace maintenant, avec tous les problèmes qu'on traverse. Je pense que, voilà, encore une fois, j'attends quand même des décisions politiques pour réguler tout ça, pour... Voilà, interdire les voitures, ou en tout cas réguler, je ne sais pas comment on dit, le trafic. Comment se fait-il qu'à Paris, encore hier, je vois des gens dans leur voiture, je me dis, mais pourquoi ils sont en voiture? On a le tramway, on a le métro, on a des Uber, des taxis. On a des vélos maintenant, en plus, des motos qu'on peut louer, des trottinettes. Voilà, vous voyez, on est dans une société où l'homme est hyper consumériste. On est dans une société où l'homme est en quête toujours de son petit confort. Et donc, il faut toujours qu'il achète. J'entendais ce matin qu'Amazon, maintenant, fait des soldes. Moi, c'est un truc qui me... Voilà, je me dis, il faut revenir à des choses. Et dans la libre antenne, on a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Revenir, pendant le confinement, beaucoup sont revenus à une consommation raisonnable. Et on s'est aperçu, finalement, pendant ce confinement, qu'on était capable de vivre s'en passer beaucoup plus simplement. Donc, voilà, les voitures font partie de... Vous voyez le nombre de pubs de voitures qu'on a le soir à la télévision? Absolument. Bon, en tout cas, avec Anne Hidalgo, c'est bien parti pour être éradiqué un jour ou l'autre, en tout cas, ça c'est certain. Merci beaucoup Olivier Delacroix, merci d'être venu. Je rappelle qu'on vous retrouvera ce soir sur France 5, dont ils font bouger les lignes. Ce sera une nouvelle parentalité à découvrir évidemment. Et sur Europe 1,
C'est tous les soirs, du lundi au jeudi, hein, Ouais. entre 22h30 et 1h du matin. Ouais. On peut venir vous écouter toute la nuit. Merci d'être Merci à venu, vous. Olivier. Au revoir. Et Sarah, nous, on se retrouvera dès demain avec Et un nouvel demain, invité. Avec Jacques Cardoz qui viendra nous parler de complément d'enquête, un nouveau numéro sur Donald Trump, plus que jamais dans l'actualité. Plus que jamais, effectivement. Ce sera demain à 9h30. On attend vos questions. Bonne journée à toutes et à tous.